Je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes joints à nous pour cette conférence. Je me présente, je suis présidente de la loge Bonnet Israël de la section francophone du débrief de Natania et je remercie les personnes présentes. Je sais, pour avoir reçu des réponses, qu'il y a des présidents de loge du débrief de France. Il y a en principe d'autres, je ne vois personne, donc j'espère, notre loge jumelle, la loge Kadima Maïmonide à Rueil-Malmaison. Je crois qu'il y a aussi le président de la loge de Montpellier et peut-être même des participants, donc des frères et sœurs de cette loge. Il y a certainement aussi des présidents de loge francophones de Tel Aviv et Jérusalem. Donc, je salue aussi les frères et sœurs du Bnei et tous ceux qui nous ont fait l'amitié de se joindre à nous. Donc, merci à tous ceux aussi qui sont fidèles à nos conférences, à nos concerts, à nos fêtes, à nos rallyes, à nos défis et autres expositions. Je vous remercie pour votre présence pour cette soirée exceptionnelle et à ce titre, j'ai juste 3 choses à vous dire. Le premier point, c'est que nous commençons une nouvelle année. Je vous présente à tous au nom des frères et sœurs de ma loge, en mon nom personnel, une très bonne année, très heureuse année, particulièrement une bonne santé et un retour rapide à la normale pour tous. Et je dis bien pour tous car le monde entier a souffert et souffre encore durement de cette pandémie. En deuxième lieu, je tiens à vous préciser que la vocation de notre loge est de soutenir les familles défavorisées par de multiples actions sociales et éducatives. Je tiens à vous remercier, qui nous permettent d'agir auprès de ces familles en distribuant des repas, offrant des cartables, offrant des tablettes pour permettre aux enfants de suivre leurs cours par Zoom, en participant aussi à des bourses pour les étudiants, en soutenant les soldats. Donc, c'est grâce à ces dons que notre action se renforce auprès de notre ville, de la ville de Natania, qui est gravement touchée par les conséquences de cette pandémie. Le troisième et dernier point, cette soirée est exceptionnelle car nous avons une éminente spécialiste, le docteur Irène Fermont, que je remercie d'évoquer pour la loge Bonnet Israël le problème crucial du vaccin contre le Covid-19 et de nous aider à comprendre la démarche scientifique et faire baisser le ton aux multiples idées reçues et diverses fausses informations. Aussi, à la responsable des actions culturelles de notre loge, Sylvia Alouche, de présenter le docteur Irène Rina Fermont. Bonne conférence et encore merci pour cette présence. Sylvia, c'est quoi? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, écoutez, bonsoir à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter, malheureusement un peu à l'aveugle, le docteur Irène Rina Fermont, de façon non exhaustive, compte tenu de la richesse de sa carrière et de l'importance de sa réalisation professionnelle. Bon, vous êtes médecin immuno-hématologue et à ce titre, vous avez commencé votre carrière par la mise en place de l'unité de greffe de moelle osseuse à la Banque du sang de Versailles. Cette expérience unique en son genre, avec la mise en place de procédures et de techniques nouvelles d'autotransfusion, ainsi que la formation du personnel soignant, a permis de réduire les transfusions sanguines de 50% en un an. Vous avez complété vos études médicales. Vous avez complété vos études médicales par un master en bioingénierie à l'École centrale à Paris. Vous avez initié de grands projets tels que des banques du sang clés en main pour des pays en voie de développement et avez travaillé avec le transfert de technologie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Pendant plus de 20 ans, vous avez créé et dirigé des départements de pharmacovigilance et de gestion des risques au niveau international. Vous avez créé le groupe de travail sur le mesurage et l'erreur médicamentaire qui regroupe les centres de pharmacovigilance, l'industrie et les pouvoirs publics et dont les résultats ont été inclus dans les bonnes pratiques de pharmacovigilance inscrites dans les directives européennes. Vous avez fait votre alia en 2013. Pionnière dans la prévention des risques, vous avez créé à votre arrivée l'antenne israélienne de l'ISOP, Société internationale de pharmacovigilance, qui œuvre pour l'amélioration de la communication sur les risques liés aux médicaments. Vous en êtes la présidente. Vous avez été récompensée pour votre contribution à Israël
lors d'une journée de l'ALIA de France. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette présentation est loin d'être exhaustive, mais nous permettons de comprendre que vous êtes la spécialiste pour nous parler aujourd'hui du vaccin contre le ou la Covid-19, du décryptage du virus à la vaccination. Docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation très extensive et qui ne me rajeunit pas. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, d'abord, un grand merci à Jacqueline Nisian et Sylvia Lublin qui m'ont invitée et qui me donnent la possibilité, l'opportunité de vous parler de ce qui est absolument fascinant et qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vais partager mon écran et voilà. Et on va commencer la suite sur les slides. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, Bien, voilà. Alors en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler comment on est arrivé du décodage du virus en janvier 2020 à la vaccination contre le Covid en décembre 2020. Ça t'intéresse ou pas? Non. Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bon, bah, vous savez tout maintenant. Donc, je m'occupe de pharmacovigilance depuis 25 ans, qui est la sécurité des patients, des médicaments, du sang, des vaccins, des dispositifs médicaux. J'ai travaillé pendant très longtemps dans l'industrie et donc fondatrice d'ISOP Israël. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas généticienne, je ne suis pas immunologiste de pointe. Et je n'ai aucun intérêt personnel ni conflit d'intérêt dans l'industrie. Personne ne me paye. ISOP Israël est une association à but non lucratif et qui n'est pas sponsorisée, à part par moi-même. Donc, Georges Clemenceau, j'aime beaucoup cette phrase de Georges Clemenceau. La vérité d'aujourd'hui peut avoir été l'erreur d'hier et peut devenir, par l'accroissement de la connaissance, l'erreur de demain. C'est ce qu'on a vécu pendant une année. Pendant une année, on a appris de nouvelles choses, on a fait des hypothèses qui ont été contredites la fois d'après, parce qu'on a vraiment assisté à une nouvelle maladie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de prises de position par des scientifiques et par des gens éminents et par des gens moins éminents. Et toutes les opinions sont acceptées quand elles se font sous l'égide de la tolérance mutuelle. Et même quand on ne pense pas de la même façon, je pense qu'on peut voir la vérité quelquefois sous des angles différents. Et merci à Gandhi pour cette belle phrase. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à parler du vaccin? Il y a à peu près 3-4 mois, on s'est tous posé la question de comment c'est possible qu'un vaccin puisse arriver aussi rapidement. Alors, moi qui suis dans le milieu depuis 25 ans, et ben moi non plus, je ne comprenais pas ce qui était en train d'arriver. Donc, depuis 3 ou 4 mois, je n'arrête pas de m'inscrire à des congrès internationaux sur les vaccins qui durent des fois une semaine, à lire des centaines d'articles, à regarder des interviews. Et donc, en fait, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est le résumé, le fruit de cette recherche personnelle que j'ai faite. Et comme il y a des milliers et des milliers et des milliers d'articles qui sont sortis, forcément, je n'ai pas tout lu. J'essaie de me tenir à jour. Ce que je vois, c'est qu'entre ce que j'ai écrit la semaine dernière et ce que j'écris aujourd'hui, j'ai été obligée de changer certaines des slides. Alors voilà, quel va être le menu de la soirée? D'abord, quelques chiffres sur la vaccination, comment marche la réponse immunitaire, quelles sont les différentes technologies pour fabriquer un vaccin, comment on le développe, pourquoi est-ce que c'est vraiment un exploit, en quoi c'est un exploit, comment est-ce qu'on fait pour donner le feu vert, comment ils sont financés et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, on parlera d'un nouveau mot très à la mode qui est l'infodémique. Je crois qu'en français, on dit l'infodémie.
Et c'est tout ce qui concerne les mythes, les fake news, les complots, ce que vous entendez à longueur de journée, que vous recevez sur vos WhatsApp. Et puis, on conclura sur l'avenir des vaccins. Alors, on y va. Alors, la vaccination, c'est comme les antibiotiques, comme les progrès sur la stérilité et l'hygiène, ce sont les grandes découvertes de notre siècle qui a permis d'éviter 2 millions, qui permet aujourd'hui d'éviter 2,5 millions de décès par an dans le monde. Et si on parle uniquement des États-Unis depuis le début de la vaccination, il y a eu 100 millions de décès qui ont été évités. Je vous propose une chose. Je vais répondre à beaucoup de questions, mais je vous propose de garder vos questions pour la fin, parce que sinon, vous allez voir que peut-être je vais donner la réponse lors de ma présentation. Et puis, ce sera comme ça plus oral. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on est immunisé? On peut être immunisé soit par le virus en ayant la maladie, soit par les vaccins, ce qui est un peu mieux que d'avoir la maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure du corona? C'est un virus qui est très simple. C'est une membrane, des protéines qui s'appellent spike. Vous avez tous entendu parler de ce que c'est que des spikes. Et donc, ce sont ces protéines qui vont entraîner la réaction immunitaire. Et c'est elle qui va être reconnue par nos anticorps. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez les spikes, la membrane, et puis à l'intérieur, vous avez le génome du Covid, du corona plutôt, et donc vous voyez qu'il y a des couleurs différentes et chaque gène différent. Comment est-ce que ça marche? Alors, quand le corona entre, comment se passe l'infection? Quand le corona entre dans notre corps, il atteint une cellule et avec sa protéine spike, il se colle à la cellule et il rentre dans la cellule. Et à l'intérieur de la cellule, il va relâcher son ARN et il va utiliser toute la machinerie de la cellule pour fabriquer plein de petits virus jusqu'à ce que ça déborde. Et donc, après, il sort de la cellule et il va infecter d'autres cellules. Et là, heureusement, nous avons notre réaction immunitaire. Alors, quand les virus sortent de la cellule, ils sont captés par une cellule qui est la cellule présentatrice de l'antigène. Puisque, en fait, la protéine spike, c'est un antigène. Qu'est-ce que c'est un antigène? C'est ce qui provoque une réponse immunitaire, qui déclenche notre réponse immunitaire. Alors, la cellule qui présente l'antigène, c'est comme le gendarme. Elle va absorber le virus et elle va présenter la protéine spike, qui est l'antigène, au lymphocyte T. Le lymphocyte T, c'est le général de la réponse immunitaire. Le lymphocyte T, il va déclencher à la fois la réponse des lymphocytes B qui va fabriquer des anticorps. Les anticorps, c'est comme une clé et une serrure. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Donc, en fait, les anticorps vont envelopper le virus et ils vont reconnaître de façon extrêmement précise ces antigènes qui sont les spikes. De l'autre côté, le lymphocyte B va lui-même déclencher la réponse des cellules cytotoxiques, c'est-à-dire celles qui sont les killers, qui vont détruire les cellules qui ont des virus. En parallèle, il y a des cellules mémoire ici qui se mettent en route, c'est-à-dire qu'on va garder en mémoire comment fabriquer ces anticorps, parce qu'au début, ça prend un peu de temps pour les fabriquer, et comment aller tuer les cellules qui ont des virus. Comment ça se passe? La première fois, ici, ce qu'on appelle Primary Antigen Challenge, la première fois qu'on est en contact avec le virus, au bout de à peu près 7 jours, le temps d'apprendre à fabriquer les anticorps, on va fabriquer des anticorps. Vous voyez qu'à peu près au bout de 14 jours, on a une certaine quantité d'anticorps.
Et puis après, ça disparaît. Et la deuxième fois qu'on est en contact avec cet antigène, avec le virus, alors là, notre corps sait fabriquer les anticorps. On a appris avec notre première rencontre. Alors, on va être capable de réagir beaucoup plus vite. Vous voyez que c'est beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc, c'est exactement le même principe qu'une vaccination ou qu'une infection. Si vous avez eu la rougeole quand vous étiez petit, vous avez eu une réponse primaire, celle qui a permis de fabriquer vos anticorps. Si jamais vous vous trouvez en présence de ce même virus de la rougeole, eh bien, vous allez réagir tellement vite que vous n'allez même pas sentir que vous avez été en contact avec lui. Et c'est pareil pour le vaccin. On vous met en contact avec l'antigène du vaccin sans que vous soyez malade. Et quand vous allez être en contact, vous allez réagir immédiatement. Maintenant, en fait, c'est ça qui a été le plus étonnant dans cette période, c'est qu'on a utilisé des technologies de fabrication de vaccins qui étaient nouvelles, mais on va voir pas si nouvelles que ça. Alors, il y a deux grandes façons de fabriquer des vaccins, et voilà la façon de fabriquer des vaccins, les façons classiques. Alors, la première façon, on va prendre un virus et on va le tuer. Donc, c'est un virus inactivé. Vous voyez, vous reconnaissez notre virus ici, l'ARN au milieu, la membrane et dessus les protéines spike. Donc, la première façon, c'est comme ça qu'on fait l'hépatite A, la polio, etc. On va juste tuer le vaccin et quand même, les spikes, elles vont être là pour provoquer la réponse immunitaire. La deuxième façon, c'est que pour certains, ça ne marche pas de tuer le vaccin, donc on va l'assommer, on va l'atténuer, c'est-à-dire qu'il va être très très faible, il ne va pas pouvoir entraîner la maladie, mais par contre, il va pouvoir entraîner la réponse immunitaire. C'est le cas du rougeole oreillon rubéole, varicelle, etc. Vous voyez en rouge ici que ce sont les sociétés qui fabriquent, surtout en Inde et en Chine, les sociétés qui fabriquent selon ce schéma-là. Vous avez une autre possibilité, c'est qu'on utilise juste un petit bout, c'est-à-dire on a pris juste le spike. En rouge, les sociétés qui utilisent cette technologie. Et puis, il y a une autre technologie où on a vidé le virus de son ARN et on a laissé que la membrane et la protéine. Donc, en gros, dans cette technique, on amène la protéine spike qui est celle qui va entraîner la réponse immunitaire et c'est donc ce qui caractérise ces différentes techniques. Nouvelle technique, on n'amène pas la protéine spike. On donne le code de la protéine spike et notre corps va fabriquer la protéine spike. Alors, par exemple, ici, c'est ce qui va être le vaccin de AstraZeneca. C'est un virus qui est absolument inoffensif, dans lequel on va mettre un petit morceau du gène du spike. C'est aussi la technique de l'Institut de recherche israélien. La deuxième technique, c'est qu'on prend juste un morceau avec le gène du spike et on l'injecte aux personnes qui vont être vaccinées. Et puis, dernière technique, le vaccin ARN, c'est-à-dire celui qui est arrivé déjà en Israël, Moderna et Pfizer, où on va mettre un petit morceau du gène d'ARN dans une petite capsule. Donc, vous voyez que première technique, on donne l'antigène spike, et alors notre corps réagit. Nouvelle technique, on donne la recette comment fabriquer l'antigène spike. Alors, voilà en gros, qu'est-ce que c'est le rôle de l'ARN messager? On n'arrête pas d'en parler, mais peut-être que c'est un peu loin vos souvenirs de biologie. De sciences de la nature, je crois qu'on dit. Alors, le rôle de l'ARN messager, il y a une très jolie façon de le présenter, qui n'est pas la mienne, hein, qui est très classique. C'est l'ADN, c'est notre génome. C'est à comparer avec un livre de cuisine dans une bibliothèque. Donc, il y a toutes les recettes qu'on puisse imaginer. En gros, notre ADN,
nos chromosomes, ils sont capables de donner la recette pour fabriquer des cellules de cœur, des cellules de foie, des cellules de peau. Donc en fait, c'est tout notre patrimoine génétique. L'ARN messager, lui, c'est comme un commis, c'est un messager, c'est-à-dire qu'il va prendre une seule recette, c'est-à-dire un seul gène. Donc de tout ce livre de recettes, il va prendre un seul gène et il va l'amener, c'est comme le commis du chef de cuisine, il va l'amener au chef. Et lui, le chef, c'est l'équivalent du ribosome. Lui, le chef, il va voir la recette, c'est-à-dire le gène, et il va pouvoir fabriquer un gâteau, c'est-à-dire la protéine. Donc, l'ADN, le livre de recettes, l'ARN, un seul gène, qui l'amène au ribosome, qui va pouvoir fabriquer la protéine, c'est-à-dire l'antigène. Donc, un peu plus scientifique, l'ARN, quand on reçoit le vaccin, l'ARN rentre dans la cellule, il va utiliser la machinerie, le ribosome de notre cellule, et il va montrer l'antigène. Et là, les cellules de l'immunité, du système immunitaire, va entraîner la réponse immunitaire, mais aussi la mémoire immunitaire qui nous permet de nous rappeler de comment fabriquer les anticorps très rapidement. Alors, beaucoup de gens ont dit, mais c'est très effrayant, c'est une technique nouvelle. Alors, c'est la première fois qu'on fait un vaccin, qu'on administre un vaccin à autant de personnes. Ceci dit, la recherche sur les vaccins RNA date déjà, la recherche sur le RNA messager, l'ARN messager a commencé il y a déjà 30 ans. Et on a commencé, vous voyez ici, ce qu'on appelle des phases 1, c'est déjà des essais sur l'homme. Et vous voyez que ça a commencé déjà en 2013 et qu'il y en a déjà eu plusieurs. Et on a fait des essais sur l'animal depuis 25-30 ans. Voilà. Alors maintenant, où en sommes-nous de la vaccination? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, voilà comment par 100 personnes, par 100 habitants dans le pays, on a 12% plus de 12% des habitants en Israël qui ont été vaccinés. Ensuite vient Bahreïn, l'Angleterre, les États-Unis, et vous voyez qu'on est vraiment en tête au niveau mondial. La semaine dernière, j'avais dit au 22 décembre, il y avait déjà 2 millions de personnes qui étaient vaccinées. Et aujourd'hui, entre le 22 décembre et aujourd'hui le 3 janvier, il y a 12 millions, plus de 12 millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le vaccin anti-Covid est un exploit historique? Alors, je vais d'abord vous expliquer comment est développé un vaccin en général. Voilà. Alors, dans un vaccin, quand on développe un vaccin, on commence par faire de la recherche fondamentale et ensuite on fait de la recherche sur les animaux, les souris, les rats, les singes. Et donc, vous voyez que ça met plusieurs années. Ensuite, quand on a réussi à prouver que chez l'animal, c'est efficace et c'est sûr, alors on peut passer à l'expérimentation chez l'homme. Quand on fait de la recherche clinique chez l'homme, donc on a toutes les données précliniques et on passe aux essais cliniques chez l'homme. On commence par doucement, avec une dizaine ou vingtaine de personnes, la phase 1, c'est-à-dire qu'on commence tout de suite par regarder est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Ensuite, quand on voit qu'il n'y a pas de problème, on passe à la phase 2. Et là, on commence avec plusieurs centaines de malades ou de volontaires, puisque les vaccinés ne sont pas des malades. Alors, quand on fait la phase 2, on regarde en même temps la sécurité du vaccin, mais aussi l'efficacité. Est-ce qu'il faut prendre 2 doses? Est-ce qu'il faut prendre une dose? À quelle hauteur de dose? Et puis, quand on a terminé la phase 2, on passe à la phase 3, qui est là quelques milliers de patients. Et donc, à chaque fois, vous voyez que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans.
Et donc, quand on a fini tout ça et qu'on voit, on a démontré avec des méthodes extrêmement strictes et très, très obligatoires, on doit soumettre selon un certain format et on doit travailler selon un certain format, on soumet le dossier aux agences réglementaires, la FDA, l'agence européenne, l'agence américaine, etc. Donc, l'agence américaine, le dossier d'autorisation, de demande d'autorisation de mise sur le marché, il faut imaginer une maison remplie du sol au plafond de documents. Donc, c'est un dossier absolument énorme qui reprend tout le développement, y compris chez l'animal. Donc, il faut beaucoup de temps pour le revoir. Et ensuite, si on obtient l'autorisation de mise sur le marché, on commence à produire à grande échelle, à construire les usines et à faire la distribution. Et tout ce process prend à peu près 15 ans et quelquefois plus de temps. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça aussi vite? Au niveau de la recherche, avant la recherche chez l'homme, la recherche fondamentale comme la recherche chez l'animal, on avait déjà une expérience parce qu'il y a eu 2 épidémies qui ont été avec des vaccins Corona, qui s'appelaient le SARS-CoV et le MERS. Et c'était des épidémies qui étaient très, très gravissimes avec une mortalité très haute. Donc, il y a eu une recherche très, très intensive à ce moment-là pour fabriquer un vaccin. Donc, on a pu utiliser toute cette expérience pour pouvoir très rapidement passer aux essais chez l'homme. Les essais chez l'homme, vous voyez là ici qu'on est passé, que chaque fois qu'on commençait une phase et qu'on arrivait au milieu de la phase à voir que qu'il y avait une bonne sécurité, on passait tout de suite, en même temps qu'on finissait la première phase, on commençait au milieu la deuxième phase. Et pareil, quand on avait les premiers résultats et qu'on voyait qu'on avait et la sécurité et l'efficacité, on commençait les 3 phases. Donc, on a fait des choses en parallèle. Et surtout, on a commencé à produire à très large échelle alors qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Il fallait attendre la fin des études cliniques pour savoir si ça allait marcher. Donc, c'était un risque financier absolument phénoménal, puisqu'il faut compter à peu près 2 milliards de dollars pour faire ce développement. Donc, tout à l'heure, on va parler du développement et du financement, et je vais vous expliquer d'où est venu le financement. Donc, c'était une production à risque, à très grand risque financier, puisque ça pouvait très bien aller à la poubelle. Et d'ailleurs, il y a des essais cliniques qui se sont arrêtés. Au niveau des autorités réglementaires, au lieu de prendre 1 ou 2 ans, elles ont pris 1 ou 2 mois. Comment c'est possible? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'attendre comme ici, on a attendu toute la fin de chaque phase pour avoir tout le dossier. Là, les autorités réglementaires analysaient point par point. En même temps que ça finissait, analyser les dossiers au fur et à mesure en parallèle. Et aussi, elle a mis ça en priorité. Tous les autres dossiers étaient mis de côté et donc tous les experts étaient mis sur ce dossier. Et ce qui a permis de mettre en place cette autorisation de mise sur le marché en l'espace de 10 mois à 1 an et demi pour certains. Alors, par exemple, maintenant, ça doit être encore un peu plus, puisque chaque semaine, ça change. Il y a à peu près 76 vaccins qui sont en essai clinique aujourd'hui. Et vous voyez ceux qui sont les plus avancés, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Sanofi, qui va arriver un peu plus tard. Alors, les grandes étapes qui ont fait que ça a été à la vitesse de la lumière, puisque ça s'appelait, aux États-Unis, ils ont appelé ça Operation Warp Speed. Warp Speed, ça veut dire la vitesse de la lumière. Comment ça s'est fait? Premièrement, le génome du virus Corona, de ce virus Corona, a été décodé en janvier 2020 en Chine. Et immédiatement, il a été publié. Et ça, c'est vraiment une grande première au niveau scientifique, puisque tout le monde a pu travailler sur le génome du Corona tout de suite.
Ensuite, on a utilisé ces nouvelles technologies avec ces vaccins, ce qu'on appelle des vaccins génétiques, c'est-à-dire qu'on utilise l'ARN ou l'ADN qui va coder pour les antigènes. Ensuite, on a utilisé l'expérience qu'on avait sur les autres pandémies comme Ebola, Zika, le MERS, le SARS. Il y avait aussi des essais qui étaient sur le cancer. Il y avait aussi des vaccins animaux qui étaient étudiés. Donc, on s'est appuyé sur cette étude. Et surtout, on a fait des phases parallèles, les essais cliniques en parallèle, la fabrication en parallèle, la revue réglementaire en parallèle et la distribution qui s'est organisée tout de suite avant même de savoir si ça allait marcher ou pas. Évidemment, pour faire tout ça, il fallait beaucoup d'argent. Comment est-ce que ça s'est organisé, le financement? Alors, le financement a été organisé de plusieurs façons. Par exemple, il y a les États, comme les États-Unis, ont donné de l'argent à 7 sociétés qui travaillaient sur des vaccins avec des technologies différentes, en disant, on vous donne 11 milliards de dollars répartis entre toutes ces 7 sociétés, mais ce sera en avance des vaccins. C'est-à-dire que quand vous allez, si jamais ça marche, on vous achète 2 milliards de doses à chacun. Donc, en fait, c'était comme s'ils payaient en avance, mais ils prenaient aussi le risque. C'était la même démarche en Europe. Et puis, ça a été aussi la même chose. L'OMS a organisé ce qu'ils appellent le COVAX. Qu'est-ce que c'était le COVAX? Le COVAX, c'était 25 pays, 75 pays qui se réunissaient pour faire de la recherche ensemble, parce que les pays pauvres ne pouvaient pas tous se payer 11 milliards de dollars pour faire la recherche. Et donc, il y avait aussi des fondations qui étaient dans le coup. Donc, en fait, le COVAX, c'est l'organisation de ces 75 pays sous l'égide de l'OMS, a dit, voilà, le Covid, aujourd'hui, coûte 500 milliards de dollars par mois au monde. Pour avoir le vaccin, le jour où on aura un vaccin, ça nous coûtera 2 milliards pour payer les doses qui seront distribuées pour toute l'année. Et si on doit faire la recherche, ça va nous coûter 2 milliards. Donc, entre 2 milliards pour faire la recherche et 2 milliards, c'est-à-dire 4 milliards pour payer les doses, pour toute l'année, vous voyez que comparé aux 500 milliards de dollars par mois, il n'y avait pas à réfléchir longtemps. Et donc, voilà les premiers vaccins que vous connaissez déjà, peut-être pas Johnson & Johnson et Sanofi. Voilà. Alors, le prix des vaccins dans les pays riches, c'est à peu près le prix d'un vaccin anti-grippe, avec, pour les pays plus pauvres, des prix qui vont être tout à fait dégressifs. Par exemple, on sait que, je crois qu'AstraZeneca a dit qu'il ferait payer ses vaccins au prix coûtant. Alors, comment est-ce qu'on autorise un médicament ou un vaccin? Quand ça arrive dans une autorité réglementaire, vous avez des évaluateurs, absolument des experts de toutes les disciplines. Depuis ceux qui savent comprendre les essais chez l'animal, les épidémiologistes, les cliniciens de toutes spécialités, des statisticiens, des pharmacovigilants, c'est-à-dire ce que je fais moi, c'est-à-dire la sécurité et l'efficacité, et le rapport entre l'efficacité et la sécurité. Les gens qui s'occupent de la qualité de ce que l'on fait et de la fabrication. C'est-à-dire on est allé voir dans les usines où c'est fabriqué, si c'est bien fabriqué selon les bonnes normes. Une fois qu'on a fait tout ça, on a donné une autorisation d'utilisation en urgence, puisqu'on est dans une pandémie, avec des conditions extrêmement sévères pour les industriels. Entre autres, un suivi prolongé de tous les gens qui sont vaccinés, avec aussi des essais cliniques qui continuent, entre autres chez l'enfant maintenant. Et puis, il y a toute une inspection des usines. Chaque fois qu'un lot sort de l'usine, il doit être agréé auparavant par les autorités réglementaires. Et puis, ensuite, viennent donc toutes les cellules de pharmacovigilance où on recueille les effets secondaires du vaccin. Alors, l'AFDA, qui est l'agence américaine, a publié ces points très importants.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été vite qu'on a essayé de faire des raccourcis, c'est-à-dire qu'on a été extrêmement rigoureux. Et vous pensez bien qu'avec les yeux du monde entier fixés sur les agences américaines ou européennes, je peux vous dire que les experts, ils prennent pas de raccourcis. Donc, ça a été testé de façon extrêmement rigoureuse. L'FDA, c'est quand même le gold standard. La technologie ARN n'est pas nouvelle et elle n'est pas inconnue. Elle est nouvelle, mais elle n'est pas inconnue puisqu'elle est étudiée depuis plus de 10 ans déjà chez l'homme, mais aussi depuis plus longtemps encore chez l'animal. Le vaccin ARN ne contient pas de virus vivant. C'est ça la beauté de cette technique. C'est qu'ils ont eu la recette du gène avec le génome qui était publié par les Chinois. Et ils ont juste eu à copier et à prendre les ingrédients et à fabriquer leur ARN messager. Donc, en fait, il n'y a jamais eu de virus vivant qui est rentré ni dans les laboratoires, ni dans là où sont fabriqués les vaccins. Donc, ça ne peut pas causer le Covid. Enfin, autre chose importante, l'ARN messager n'entre jamais dans le noyau de la cellule. Il n'agit pas sur l'ADN, il n'agit pas sur notre génome et il est immédiatement détruit à l'intérieur de la cellule. Et en Israël, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a le vaccin BriLife, qui est donc l'Institut de recherche israélien de recherche biologique, qui a déjà commencé ses phases 1 et qui va commencer ses phases 2 et 3 en avril. Donc, on pense avoir des résultats en août et qu'on puisse être vacciné avec le vaccin israélien aux alentours du dernier trimestre de 2021. Et Israël a acheté déjà des vaccins à l'étranger, à Pfizer 8 millions de doses, Moderna 6 millions de doses, AstraZeneca 10 millions de doses. Donc vous voyez que toute la population va être couverte. Alors, quand on veut comparer le risque d'un vaccin, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se demander, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel je peux me fier? Donc, en fait, pour pouvoir réfléchir, il faut savoir comparer le risque du vaccin par rapport au risque de la maladie. Donc, le risque de la maladie, eh ben, écoutez, en une semaine, on était à 1,5 million morts au niveau mondial et on était à 2 900 morts en Israël. Et vous voyez qu'en espace d'une semaine, on est passé à 1,8 million et 3 400 en Israël. Donc, en fait, on n'est pas égaux devant la maladie. Vous voyez en violet, c'est la mortalité en fonction de l'âge. Ici, vous avez l'âge et vous voyez que plus on vieillit et plus on meurt. Plus la mortalité est importante. Et plus la gravité, même si on n'en meurt pas, et plus la gravité est importante. Donc déjà, on sait que la gravité et la mortalité augmentent avec l'âge. Ensuite, on sait aussi que si on a une maladie, par exemple un diabète, une maladie chronique, un diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, on sait aussi qu'on augmente absolument par 2 ou par 3 le risque de mortalité ou de complications. Donc, ces chiffres-là, on ne les a pas trafiqués. Ce sont les chiffres réels et on pense sous-estimés pour des raisons que je vous expliquerai si vous voulez. Mais en tous les cas, ces chiffres-là, ce sont les vrais chiffres. Alors, si on veut comparer les risques du Covid par rapport au risque du vaccin, on va commencer par le Covid. Alors, les risques du Covid, c'est la mortalité et la gravité de la maladie, non seulement directe, mais indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en dehors de la mortalité qu'on a vu tout à l'heure, il y a des complications de longue durée chez les patients qui ont été hospitalisés. Par exemple, dans une étude aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y a 60% des patients qui ne reviennent pas à la normale entre 14 et 21 jours. De la même façon, après 60 jours dans une étude italienne, il n'y a que 9% des patients qui n'avaient plus de symptômes à 60 jours. Donc, vous voyez que
non seulement il y a la gravité, il y a la mortalité, mais en plus il y a des séquelles à long terme. Pas seulement chez les patients qui ont été hospitalisés, mais même ceux qui n'ont pas été hospitalisés, on voit qu'il y en a 35%, c'est-à-dire un tiers des patients ne reviennent pas à la normale et gardent des séquelles. Et donc, c'est quand même très, très, très important au niveau de la santé publique. D'autre part, il y a ce qu'on appelle la mortalité indirecte, celle qui est liée aux autres pathologies parce qu'on n'a pas découvert des cancers, parce qu'on n'est pas allé faire des tests, parce qu'on n'a pas soigné des maladies chroniques, les gens avaient peur d'aller à l'hôpital et d'attraper le Covid. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la mortalité en excès, c'est-à-dire qu'on a regardé combien de morts en 2019, combien de morts en 2020, et en fait, il y a à peu près 10% en plus de ce qui est déclaré comme mort en Covid. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 3400 morts, on pense qu'il y a au moins 10% de plus qui n'ont pas été déclarés, qui sont morts et qui n'ont pas été déclarés. Il y a des pays où c'est 88% qui n'ont pas été déclarés parce que c'est des pays qui n'ont pas les systèmes de santé des pays développés. Et puis, il y a aussi des problèmes de santé mentale. Vous avez tous entendu parler des suicides, de la violence conjugale avec les enfants, etc. Alors, il y a aussi en plus l'arrivée. Qui peut arrêter son micro, s'il vous plaît, arrêtez les micros. Des dessins. Alors, il y a aussi ces nouveaux variants qui viennent d'arriver et dont on ne sait pas encore grand-chose, mais tout le monde les étudie. Donc, est-ce qu'on va avoir de nouvelles vagues de contamination? Et puis, il y a une asphyxie totale des systèmes de santé, non seulement pour l'accueil et la gestion des malades, mais aussi pour les autres spécialités, sans parler des professionnels de santé qui sont épuisés. Et bien sûr, l'économie, les problèmes sociaux et les problèmes politiques. Donc, si on regarde maintenant les risques du vaccin, dans les essais cliniques, qu'est-ce qui a été déclaré? Très fréquemment, c'est-à-dire à peu près dans 1 cas sur 10, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs de la fatigue, des douleurs à l'endroit où on a injecté, un peu fréquent mais un peu moins entre 1 sur 10 ou 1 sur 100, des nausées, un gonflement du point d'injection, une rougeur, et encore beaucoup plus rare, des ganglions ou des malaises qui interviennent dans 1% à 1 pour 1000. Voilà, c'est tous des événements qui sont non graves et qui sont tous, qui ont tous été guéris très rapidement. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des maux de tête le lendemain de ma vaccination. J'ai pris deux Acamol, de paracétamol, et c'était terminé. Alors maintenant, dès que ça a été commencé la vaccination, ce qu'on appelle le post-marketing, alors on a vu tout de suite dans les journaux 8 cas d'anaphylaxie. Et qu'est-ce que c'est l'anaphylaxie? C'est une grosse allergie. Il n'y avait que 8 cas sur 2 millions de vaccinés au 22 décembre. Donc, moi, je suis ravie parce que d'habitude, ce genre de choses, ça arrive à la pharmacovigilance, personne n'est au courant. Ben là, le monde entier est au courant de ce qu'est notre métier de pharmacovigilance. Alors, quels sont les avantages? Excusez-moi, je vois que j'ai fait des petites fautes parce que j'ai repris cette slide tout à fait à la dernière minute. Les avantages de la technologie ARN. Alors, d'une part, c'est une efficacité qui est absolument hors du commun. C'est-à-dire que l'agence américaine avait dit on ne regarde aucun dossier, on veut un minimum de 50 à 60% d'efficacité. C'est du jamais vu qu'on arrive à 90 à 95% d'efficacité. Tout le monde est vraiment très étonné. Cette technique permet de faire un développement très rapide. Alors, en temps de pandémie, c'est vraiment très important d'avoir cette réactivité et de pouvoir aussi donc le déployer à large échelle très rapidement. Il y a aussi des applications pour le cancer. Il y a aussi le fait que cet ARN messager, quand il rentre dans la cellule, il se dissout très rapidement après avoir fait son travail. Et il va à la fois déclencher l'immunité humorale, c'est-à-dire les anticorps, et cellulaire, les cellules tueuses.
et il n'y a pas de virus dans le laboratoire. Les grandes questions qui restent à éclaircir, parce qu'on ne sait évidemment pas tout, c'est combien de temps va durer l'immunité. On en a une petite idée parce qu'on a l'habitude des vaccins, donc on a quand même une idée, mais tant qu'on ne l'aura pas prouvé et tant qu'on ne l'aura pas prouvé en réalité, on ne pourra pas l'affirmer. Est-ce qu'on reste contagieux? On sait que quand on prend le vaccin, on a 90 à 95% de chances de ne pas avoir ni de complications, ni de maladies, ni de symptômes de la maladie. Reste-t-on contagieux? On ne sait pas encore très bien et on va le savoir très rapidement. Les effets à long terme, les effets secondaires à long terme, et bien évidemment, on n'a pas de long terme puisqu'on est en plein dans l'urgence. Donc, on va les étudier au fur et à mesure. On sait quand même, parce qu'on a fabriqué des vaccins déjà depuis quand même quelques dizaines et dizaines d'années, qu'en général, on a des effets qui sont vraiment au départ. Mais c'est encore une inconnue. Et le long terme, on ne saura que dans le long terme. Et il y a des populations qui n'ont pas été étudiées dans les essais cliniques parce que ce n'est pas éthique de mettre des femmes enceintes dans un essai clinique, et ni des enfants. Donc, en fait, il y a des personnes, comme dans tous les essais cliniques, qui ont été exclues. Donc, c'est des gens qui avaient des maladies graves, les femmes enceintes et les enfants. Ceci dit, pendant les essais cliniques, il y a des femmes qui sont tombées enceintes. Et donc, celles qui sont tombées enceintes, on a pu les suivre. Et jusqu'à ce jour, on n'a eu aucun problème chez les femmes enceintes pendant les essais cliniques. Et puis, les grandes questions que vraiment, personne n'a une boule de cristal, est-ce qu'il va y avoir des mutations ou pas? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les mutations qui viennent d'arriver d'Angleterre, on sait qu'elles ne devraient pas changer l'efficacité du vaccin. Mais encore une fois, il y a des choses qu'il faudra qu'on vérifie. En tous les cas, même si ça devait changer l'efficacité du vaccin, puisqu'on a cette technique où il suffit de changer un ingrédient à l'intérieur de l'ARN messager, ça va aller beaucoup plus vite que de faire reprendre des nouveaux et les remettre en culture, etc. C'est les références, si vous voulez aller voir. Alors, voilà le nombre d'allergies. Alors, on pense que peut-être c'est dû à l'enveloppe qui est en polyéthylène glycol, mais c'est juste un élément qui est présent absolument partout, dans tous les médicaments, dans le shampoing, dans le dentifrice, donc on ne sait pas. Alors, donc, on dit qu'il y a des recommandations si jamais on est allergique. Si on a été allergique à un vaccin ou à des médicaments injectables, eh bien, vous demandez à votre docteur. Si vous êtes allergique, mais pas à des vaccins ou pas à des injectables, vous pouvez quand même vous faire vacciner. Ça, c'est la FDA qui dit ça, hein, c'est pas moi. Mais de toute façon, moi, je vous recommande de toute façon de parler avec votre médecin. Et évidemment, si vous avez une allergie après le premier vaccin, vous ne faites pas votre deuxième vaccin. En résumé, si vous avez des allergies, demandez à votre médecin. Votre médecin est le seul qui vous connaît suffisamment pour savoir quel est votre risque et quel est votre bénéfice. Alors, les mutations, bon, je crois qu'on va passer assez vite là-dessus. Tout le monde est en train de faire de la recherche sur ces nouvelles mutations et de mettre en place, et c'est pour ça que l'Angleterre a fermé complètement ses aéroports, qu'on est en train de rechercher toutes les personnes qui ont été en contact et on communique au fur et à mesure les nouvelles. Et il y a une très grande transparence dans notre façon de communiquer au niveau des agences. Voilà. Alors, quels sont les vaccins qui ont été jusqu'à aujourd'hui qui ont reçu l'autorisation? Pfizer et Moderna aux États-Unis et en Europe, Pfizer aux États-Unis et maintenant AstraZeneca. En Chine, en Russie, alors il y a ce fameux Gamaleya Sputnik dont je ne parlerai pas. Et vous avez dans les Émirats arabes unis des vaccins chinois, et puis dans tout le monde entier, on est en train d'attendre la fin des essais cliniques. Le calendrier, la liste de priorités. Première vaccination, décembre 20, toutes les
c'est marrant parce que j'ai écrit ça il y a à peu près un mois. Et puis, je n'avais pas dit qu'on allait vacciner les gens en Israël en décembre. Et bien pourtant, c'est ce qui s'est fait. Et donc, en décembre, les autorisations et le début des vaccinations. De janvier à juin, les vaccinations. Deuxième semestre de 2021, la vaccination généralisée et le vaccin israélien qui arrivera. Et le professeur Gamzou, qui était le chef de l'unité sur le Covid, a dit, je le cite, s'il y en a plus de 60% de vaccinés, la fin de la pandémie est pour le deuxième semestre 2021. Je le cite, et je ne sais pas s'il a dit ça pour Israël ou pour le monde, mais en tous les cas, je trouve que c'est très optimiste et ça fait plaisir. Voilà. Alors, qui est-ce qu'on va… Vous connaissez maintenant tous, j'imagine, les professionnels de santé en priorité, les personnes de 65 ans ou avec des maladies chroniques et les professions essentielles qui, évidemment, ne sont pas les mêmes de pays en pays. Et les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes qui n'étaient pas testés dans les essais cliniques, on attend. Mais comme ça change tous les jours, j'ai vu passer que aussi les femmes enceintes qui avaient des risques supplémentaires allaient se faire vacciner. Donc en fait, tenez-vous au courant parce que tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Les recommandations du ministère de la Santé, voilà, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et ben voilà, ça c'est ce que je vous disais. Le ministère de la Santé dit les femmes enceintes ou qui désirent l'être peuvent être vaccinées et les mamans qui allaitent, évidemment celles qui sont à risque, hein, et ceux qui ont déjà eu le Covid ou qui sont simplement positifs peuvent se faire vacciner. Alors, vous avez tous entendu parler de l'immunité de masse. L'immunité de masse, ça veut dire qu'il y a 60 à 70% de personnes qui sont vaccinées pour arrêter une pandémie. Par exemple, c'est comme ça qu'on a réussi à faire disparaître la variole, la polio et d'autres maladies. Et donc, en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés, comme par exemple les gens qui sont immunodéprimés. Donc, en fait, il y a des personnes qui sont faibles et qui ne peuvent pas être vaccinés. Donc, si les autres ne sont pas vaccinés, c'est une façon de les protéger, de se vacciner soi-même. Alors, est-ce que vous voyez cette barre noire là en bas? Non? Je sais pas. Alors, en fait, vous voyez ici que ici, vous avez celui qui n'est pas vacciné en bonne santé, il est bleu. Celui qui est vacciné et qui est en bonne santé, il est jaune. Celui qui est malade et qui n'est pas vacciné et qui est contagieux, il est rouge. Alors, quand personne n'est vacciné, vous voyez tous les gens qui ne sont pas vaccinés et il y a juste 1 ou 2 rouges qui ne sont pas vaccinés et qui sont malades, eh bien la contagion, elle s'étend à tout le monde. Et vous voyez que ça va très vite. S'il n'y en a que quelques-uns qui sont vaccinés, eh ben moi j'attends, on ne sait jamais, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va voir, vous voyez qu'il y a moins de gens qui sont malades, il y a quand même quelques personnes qui sont vaccinées en jaune et qui sont en bonne santé, et puis quelques-uns qui échappent. Donc en fait, si on veut vraiment protéger toute la population, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient vaccinés. Même s'il y a quelques-uns qui sont malades, vous voyez que la contagion, elle peut s'arrêter et elle peut faire en sorte que les gens qui ne sont pas vaccinés n'auront pas le Covid. Et c'est ça l'immunité de masse. Alors, vous avez tous entendu peut-être parler de ce mot nouveau. Le président de l'OMS a dit qu'on avait aujourd'hui la pandémie, on avait 2 risques majeurs, la pandémie et l'infodémie. Pourquoi l'infodémie? Il dit que l'infodémie, c'est encore plus grave que la pandémie. Qu'est-ce que c'est que l'infodémie? C'est les fake news, les complots, les chips que Bill Gates a mis dans le vaccin pour nous rendre tous zombies. Enfin bon. Comment est-ce que c'est exactement comme le virus? C'est-à-dire que il y en a un qui envoie une fake news, chacun le partage avec 2 copains, qui le partage chacun avec 2 copains, et à la fin, tout le monde est au courant de quelque chose qui est complètement faux.
et qui, du coup, va faire prendre des décisions extrêmement graves. Alors, comment faire? Pour que ça n'arrive pas, voilà comment faire. Ici, vous voyez qu'il y a une personne qui n'a pas renvoyé à tout son chat, elle n'a pas envoyé les fake news, les fausses nouvelles. Ici, il y a une personne qui a arrêté l'information parce qu'elle ne s'informe que sur des sources sûres. Donc, elle n'écoute pas ce qu'elle reçoit par WhatsApp de gens qu'elle ne connaît pas, ou même qu'elle connaît, mais qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Là, ici, il y en a une qui a été vérifier les informations. Elle a vu que c'était complètement stupide, elle a arrêté. Et ici, il y a même quelqu'un qui a dit, mais dis-moi, comment tu sais que c'est vrai? Et là, la personne, elle n'a pas pu répondre parce qu'elle avait déjà reçu depuis 3 ou 4 ou 5 ou 6 personnes, et donc elle ne savait pas répondre. Et donc, ici, ça s'est arrêté. Et vous voyez que là, en rouge, il y a donc très peu de gens qui ont reçu les fake news. Donc, en fait, c'est entre nos mains, entre les mains de chacun de vous, de chacun de nous. Exactement. Donc, quand il y a des interférences politiques comme Trump qui a joué du vaccin au moment de son élection, comme Poutine qui a fait tout un cinéma en disant que c'était sûr et qui a été très critiqué par le monde scientifique, et ben vous voyez qu'entre le mai 2020 et septembre 2020, le nombre de personnes aux États-Unis qui voulaient se faire vacciner est passé de 72 à 51%. Alors, les manipulations politiques, c'est très mauvais pour la confiance que l'on accorde au vaccin. Et donc, ce serait mieux de ne pas mêler la politique et la science. Comment faire? Comment faire pour arrêter ça? Premièrement, on vérifie les faits et les sources. On regarde si c'est vrai. Deuxième chose, on ne partage que des informations de sources sûres. Troisième chose, on ne partage pas d'informations quand on sait qu'elles sont fausses. Tu as vu ça, c'est complètement débile et je te l'envoie quand même. Non, parce que ça va repartir encore à 100 personnes. Vous pouvez l'envoyer à des organismes qui vont répondre à ça. Et soyez un bon exemple, c'est-à-dire que quand quelqu'un, non seulement vous vérifiez, non seulement vous ne le renvoyez pas, mais en plus, vous les corrigez, vous dites, mais c'est faux, et voilà les vraies informations. Et comment aller voir si c'est une vraie information? Il y a des sites qui sont agréés de vérification. C'est des sites qui ont le tampon de la cacheroute les méadrines. Ça s'appelle des fact-checks. Et pour faire partie de ces sites agréés, il y a ce qu'on appelle le tampon qui s'appelle Wrong Credibility Coalition. En fait, c'est tous les gens qui justement luttent contre, et tous les sites qui luttent contre la fausse information. Donc, il est de notre responsabilité à chacun de nous de n'utiliser et de ne diffuser que des faits qui sont fondés sur la science et sur des sources sûres. Alors maintenant, je vais vous raconter une histoire puisque vous avez été très sages. Alors, je voudrais vous parler des héros de l'ARN messager. Alors, il était une fois une femme qui s'appelait Katalin Karikó, qui était une Hongroise et qui est venue faire ses études aux États-Unis. Et c'est la première qui a commencé à parler de l'ARN messager en thérapeutique. Et puis, elle n'arrivait pas du tout à convaincre ses collègues. À chaque fois, elle demandait des bourses de recherche pour pouvoir faire ses recherches. Puis, elle n'arrivait jamais à avoir des bourses de recherche. Elle était vraiment oubliée dans un coin. Et après, on lui a même enlevé son poste de professeur. Et quand même, elle est très têtue, alors elle continue ses recherches, doucement, doucement, avec le peu d'argent qu'elle a, et elle publie dans les années 90 à 2000 avec son collègue Drew Weissman, et elle pose un brevet pour montrer que l'ARN, on peut l'utiliser d'une façon que c'est beaucoup moins, que la réponse immunitaire est beaucoup moins importante que celle qui nous empêchait de l'utiliser. Alors, cette petite dame, elle reste dans son coin complètement oubliée par tout le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, un monsieur qui s'appelle Ugur Sahin, qui est turc, dont la famille a émigré en Allemagne quand il était petit, et qui est professeur, qui est médecin, professeur à la Mainz Medical School, va créer avec sa femme Özlem Türeci, qui devient le directeur médical et lui le PDG, avec
des gens qui vont donner, qui vont investir, ils vont créer BioNTech. Alors, ils font venir Albert Bourla de Pfizer au moment du Covid, mais c'est seulement, ça c'est pas en 2008, mais en 2020. Et évidemment, ils ont demandé à Cataline Terrico de venir les rejoindre, puisque c'est elle qui a inventé ça en 2013. Et vous voyez qu'on a donc une équipe de tous les pays et de toutes les religions d'ailleurs. Et c'est quand même j'imagine que vous savez tous qu'Albert Bourla vient de Grèce, de Thessalonique, et que toute sa famille a été décimée pendant la Shoah. Je vois la fin. Et donc, on revient maintenant. Elle raconte des choses encore. 2 minutes, j'ai terminé. 2 minutes, fermez mon micro. Les héros de messager, ben de l'autre côté de l'Amérique, de l'autre côté de l'Allemagne, il y a un monsieur qui s'appelle Derek Rossi qui fait des recherches à Harvard Medical School, bon, le top du top. Et puis, il lit un article en 2005, il se dit, mais c'est génial cet article, un article de cette comment elle s'appelle déjà? Cataline. Donc, il lit un article de cette Cataline et il dit, mais c'est génial, moi je fais des études sur les cellules souches et il commence à travailler dessus et il voit que ça marche. Alors, tout excité, il va voir un monsieur qui est au MIT. MIT, c'est quand même le top du top dans le monde. Et il y a un monsieur qui s'appelle Robert Langer, qui est absolument brillantissime, qui doit avoir à peu près 400 médicaments qui utilisent les brevets qu'il a mis en place. Et quand tu vois cet article, il dit, mais c'est génial, en fait, ça dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer, ça va changer la médecine. Il va parler avec son copain Noubar Ayefan, qui est l'investisseur, et ensemble, ils vont demander à Stéphane Bancel, qui était le PDG de bioMérieux, de venir tous ensemble fonder Moderna en 2012. Donc, vous voyez que Moderna et BioNTech, ce n'est pas des sociétés qui ont existé le jour du Covid. Simplement, tout était prêt. Elles avaient fait toutes les deux des recherches très poussées sur l'animal, sur le vaccin, sur le cancer. Et en fait, il y avait une technologie qui était prête et tout d'un coup, il y a le virus qui est arrivé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour agir pour le bien de tout le monde? Eh bien, pour le bien de tout le monde, il faut déclarer vos effets secondaires quand vous avez été vacciné. Comme ça, on saura un petit peu mieux. Et voilà ce que nous, on a mis en place dans notre association. C'est de dire, voilà, si vous avez un nouveau vaccin, je suis désolée parce que je ne l'ai qu'en français ou en hébreu, eh bien, de la même façon que quand vous êtes sur Waze, vous envoyez quand il y a un bouchon, et bien là, vous allez déclarer vos effets secondaires avec le vaccin pour améliorer la connaissance sur la sécurité du vaccin. Alors, disons que vous avez l'impression que vous avez eu un effet secondaire avec le vaccin, vous allez immédiatement chez votre médecin. Et ensuite, vous allez sur notre application qui existe dans plusieurs langues, qui a été traduite en hébreu, qui s'appelle MyEReport. Et en 5 minutes, vous déclarez votre effet secondaire. Ça va directement au ministère, automatiquement au ministère de la Santé israélien et à notre base de données de ISOP Israël. Et en faisant ça, vous avez participé à augmenter la connaissance sur la sécurité du vaccin pour toute la communauté. Et donc, vous pouvez, c'est une application qui est gratuite et si vous voulez vous en servir, vous pouvez me demander, elle existe dans plusieurs pays et elle existe donc maintenant aussi en Israël. Et donc, ceux qui sont intéressés, je peux vous donner le lien. Donc, voilà. Alors, je voudrais terminer par une phrase qui n'est pas vraiment nouvelle, qui est de Hillel Azaken, qui dit « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?» C'est-à-dire, c'est normal de se dire, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? C'est normal de penser ça. Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Oui, mais si je ne me vaccine pas, je mets en danger les autres.
Donc, ce n'est pas seulement une décision individuelle. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Voilà. Donc, en fait, si vous voulez nous envoyer vos questions, à la suite de ma première intervention, j'ai eu énormément de questions qui sont venues vers moi. Et du coup, on a monté une équipe de scientifiques et d'informaticiens qui est en train de répondre aux questions et donc sur notre site Internet. Donc, vous pouvez consulter notre site qui est isopisrael.org.il où on est en train de collecter toutes les questions-réponses en français, en anglais, en hébreu. Voilà. Alors maintenant… Vous avez pu faire et c'était vraiment passionnant. Et justement, il y aura une suite puisqu'on enverra tous ces éléments qui permettront à nos auditeurs d'écouter, de réécouter et peut-être de poser des questions aussi s'ils le souhaitent, puisqu'on leur enverra le lien qui leur permettra d'accéder à l'ISOP. C'était vraiment un moment passionnant et vraiment merci infiniment. Irène, merci infiniment pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer par quelque chose. Pourquoi est-ce que je suis aussi enthousiaste? Ce n'est pas seulement à cause du vaccin, c'est parce qu'en fait, cette découverte qu'on est en train de faire avec l'ARN messager, qui est en train d'arriver à son terme par rapport à ces 30 ans de recherche, c'est, je pense, quelque chose qui va transformer la médecine. Aussi bien les vaccins, dans toutes les pandémies, même en dehors des pandémies, et qui va aussi avoir des retentissements dans le traitement sur le cancer. Donc, c'est vraiment enthousiasmant parce que c'est une révolution en médecine, ce qui est arrivé. Voilà. C'est le côté positif de cette année 2020. C'est que ça a donné lieu à une explosion de recherche et d'innovation qui va apporter du bien à toute l'humanité quand on sera sorti de la pandémie.